Salut les gens, aujourd'hui je reçois une sorte d'alchimiste. Alors il transforme pas tout à fait le plomb en or, mais il transforme des étudiants normaux en étudiants de Harvard, Oxford ou Stanford. David Val est lui-même titulaire d'un master de physique de l'Imperial College de Londres et docteur en physique des particules d'Oxford. Il est l'auteur d'une vingtaine de publications scientifiques. Il est aussi conseiller au laboratoire d'astronomie de haute altitude du Pérou et cofondateur des Young Leaders franco-britanniques. Alors après plusieurs années comme analyste quantitatif dans un hedge fund londonien, David a fondé Scientia, une société de tutorat et de conseil en éducation. Dans cet épisode, préparez-vous à découvrir les secrets qui ouvrent les portes des plus prestigieuses universités au monde, à comprendre comment développer sa motivation et sa confiance en soi, comment un simple mantra peut changer votre vie, pourquoi le QI n'est pas l'ingrédient le plus important du succès, ou pourquoi changer votre organisation personnelle peut faire toute la différence. Enjoy et n'oubliez pas de mener votre vie sabre au clair. Salut David, comment vas-tu? Salut Christophe, ça va bien et toi? Eh ben écoute, je suis moi super content de t'avoir aujourd'hui sur le podcast avec un programme passionnant, j'en suis sûr. Mais avant de rentrer directement dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots en quoi consiste Scientia? Alors, Scientia, on accompagne des étudiants, principalement qui veulent faire des études universitaires à l'étranger, mais pas seulement. En fait, notre but, c'est, peu importe le niveau de l'étudiant, on va essayer de leur donner les techniques, les connaissances pour aller plus loin dans le futur. On pense, si on fait en très court, les aider à mieux réussir l'université après. D'accord. Alors moi j'ai été il y a quelques années, il y a même hyper longtemps en fait, pendant un temps très court, j'ai été prof chez Academia, tu vois, donc c'était il y a très longtemps. Et Mhm. tu vois, j'étais surpris de me retrouver prof à enseigner. J'avais pas un niveau forcément incroyable. Toi, a priori, c'est pas tout à fait ton cas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé là et ce que t'as fait avant Scientia, avant de créer cette entreprise? Alors oui, donc j'ai fait un parcours, on va dire, académique assez classique. J'ai fait de la physique. Bon, j'ai fait ça en Angleterre, donc c'est différent qu'en France, donc il n'y a pas de grandes écoles, etc. Mais donc j'ai été à une université qui s'appelle Imperial College. Après j'ai fait un doctorat à Oxford. Après j'ai fait un post-doctorat. Bon là je suis sorti un petit peu des sentiers battus, ce qui est un peu mon habitude. Et j'ai été faire un post-doctorat au Pérou. Je me suis dit que j'aimerais bien tenter quelque chose de différent. Alors c'était très drôle. Je n'étais pas un super le plus doué des physiciens en doctorat, loin s'en faut. Et je me retrouvais, vu qu'il y avait rien là-bas, en tant que directeur de laboratoire. Donc c'était une expérience intéressante. Après ça, en Angleterre, on va souvent recruter des physiciens pour faire de la finance. Donc j'ai fait de la recherche, on va dire, sur la compatibilité finance-physique, sur les similitudes pour essayer d'appliquer ça au monde financier. Mais en parallèle, j'ai toujours gardé une activité d'enseignant. Donc, je retournais dans des universités, dans des écoles pour enseigner, pour faire de la divulgation scientifique. Et je me suis dit, c'est en fait, si je fais ça gratuitement et que j'aime ça, pourquoi ne pas essayer d'en faire mon métier? Et ma femme faisait ce métier-là. On a décidé de créer Scientia ensemble. D'accord, ok. Et alors, la question que je me posais là en préparant cet entretien, c'est donc t'as fait ce doctorat, post-doctorat à Oxford en physique des particules, hein, c'est ça? Ou en physique, Mhm. je sais pas quoi, ouais, physique des particules. Sachant que ça évoque assez peu de choses pour le littéraire que je suis, tu vois. Mais et ensuite, donc t'as été, comme tu nous le dis, en finance et tu t'es intéressé notamment à la finance comportementale. Mhm. Est-ce que dans ce moment où tu as réfléchi du coup aux biais cognitifs qui viennent perturber la manière dont on peut investir, est-ce que tu en as gardé un certain nombre de choses dans ton activité aujourd'hui? Est-ce que l'étude des biais cognitifs, c'est quelque chose qui peut avoir une importance dans l'enseignement ou dans l'apprentissage? Oui, absolument, absolument. Euh, alors, c'est différent parce que quand on fait ça en finance, on a in fine une quantité mathématique sur laquelle on va pouvoir faire des expériences bien précises. Quand on fait ça sur des dizaines de milliers d'actions, d'obligations, etc. Quand on fait ça à mon échelle avec des étudiants, premièrement, c'est de l'humain, donc il y a beaucoup plus de variables.
On n'a pas des dizaines de milliers d'étudiants encore. On y travaille. Mais il y a certainement quelque chose qui se recoupe fortement. On voit beaucoup des étudiants qui viennent chez nous. On a des très très bons étudiants, mais on a aussi des étudiants qui sont en difficulté. Et ceux qui sont en difficulté, une grande proportion ne sont pas en fait en difficulté pour des raisons de compréhension des sujets qui leur sont présentés, mais plutôt parce qu'ils ont un décrochage, on va dire, psychologique. Il y a quelque chose qui est rentré, on l'entend très souvent en mathématiques, je suis pas bon en maths. Et l'une des choses les plus importantes que nous, on peut faire, c'est le fait de casser cette notion pour l'étudiant, lui expliquer que, premièrement, les maths, c'est pas un sujet uniforme, il y a beaucoup de différentes choses au sein des mathématiques, mais leur redonner confiance pour qu'ils passent de « je suis pas bon en maths » à « je suis capable en maths » et il faut que je trouve les solutions pour faire ça. Quelquefois, ça va être des solutions d'organisation. Donc là, on va utiliser des techniques qu'on va retrouver dans les manuels d'aide à soi, etc., mais qui sont des techniques qui marchent très bien. Une des choses les plus simples qu'on va faire, c'est leur donner un emploi du temps pour ce qu'ils font dans la soirée. Les étudiants ont toujours un emploi du temps pour ce qu'ils font dans la journée, et quand on y pense, jusqu'à qu'on ait 18 ans, on nous a toujours dit, dans un point de vue académique, qu'est-ce qu'on fait? Alors, à 9h, c'est français, à 10h, c'est histoire. Certains étudiants arrivent à transposer ça dans leur soirée, mais beaucoup d'étudiants n'y arrivent pas. Et donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever cette question de choix. Donc ça, c'est où on retrouve les sciences comportementales. On sait que faire un choix, quand tu as un choix ambigu ou incertain ou trop d'options pour les humains, c'est mentalement extrêmement coûteux. Donc, on va leur enlever cette étape, on va leur faire on va leur donner à 8 heures du soir, tu fais un peu de français, à 9 heures du soir, tu fais un peu de maths. Enfin, ça, on en discute, ça dépend de chaque élève, mais on va dire ces horaires-là. Et ça leur enlève cette partie de décision. Et tout d'un coup, on voit que pour certains étudiants, ça va tout à fait débloquer. Quelquefois, c'est vraiment juste en un coup, on peut débloquer ça. Et c'est très illustratif de l'importance du potentiel des sciences comportementales en éducation. Et voilà, je ne sais pas si Blanquer regarde notre podcast, mais s'il y a un message à passer, je pense, c'est que les étudiants ne sont pas des pros des études. C'est des jeunes étudiants qui ont encore tout à apprendre. Et il y a très peu d'accompagnement là-dedans. Et je pense qu'en école, ils pourraient le faire. Et comme ça, les gens n'auraient pas besoin de venir chez nous, ou au moins pas pour ça. Là, tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis, en fait. Oui, il y a d'autres branches. Et donc, donc si je reformule, donc il y a une grosse charge finalement cognitive. En tout cas, ça te prend la tête de savoir ce que tu vas faire ce soir, etc. Et du coup, tu perds beaucoup de temps et de ta fraîcheur intellectuelle simplement sur le sujet de comment je vais m'organiser et qu'est-ce que je vais faire ce soir. Et donc, plutôt que d'utiliser... Ou pire, tu le fais pas. On sait que les humains confrontés à des choix trop difficiles ne prennent pas de décision. Ouais. Et donc, ils n'étudient pas. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas étudier. Les étudiants peuvent être motivés, mais ils savent pas s'organiser. Et j'ai fait, il y a 2 mois, avec une élève, on a fait une session où je lui ai expliqué comment faire. Elle est passée de jamais rendre ses devoirs à rendre tous ses devoirs. Et donc là, tu as fait comment concrètement? On l'a assise, on a dit, prends tes différents sujets, estime combien de temps ça prend par sujet, et on remplit. Lundi soir, t'as du temps libre quand? Remplis, tu veux faire 2 heures lundi soir? Ok, on va prendre, t'as 3 heures de français à faire, on va prendre une de ces heures de français et une de tes heures de maths. Et on a rempli. Donc, dans son cas, c'était relativement simple parce qu'en fait, sa motivation de travail et sa capacité de travail étaient suffisamment grandes qu'elle pouvait couvrir tout ce qu'elle avait à faire. Dans d'autres cas, on a aussi là, on avait une étudiante motivée et capable à travailler. C'est pas toujours le cas. Il y a des étudiants qui sont motivés, mais qui en fait ont des problèmes d'attention, etc. Ou il y a des étudiants qui n'arrivent pas à travailler un volume suffisant par rapport à ce qu'ils ont à accomplir. Et dans ce cas-là, on va aussi les accompagner à comprendre qu'ils ont des décisions à prendre par rapport à ce qu'ils vont faire et pas faire, et mieux vaut exécuter certaines choses bien, et plutôt que rien du tout. Voilà. Et ça, c'est un sujet qu'on traîne après toute la vie. Enfin, tu vois, je le réalise un petit peu là en t'écoutant. Le fait qu'effectivement, pendant toute son enfance, on a un emploi du temps pour toute la journée, et les moments libres, en fait,
la définition même, je pense, de liberté, pour beaucoup, c'est précisément le fait de ne pas avoir d'emploi du temps. Et donc, le fait d'être libre comme entrepreneur, et même comme salarié, pour autant que tu aies un petit peu de niveau d'autonomie, c'est précisément qu'on ne t'impose pas d'emploi du temps. Et du coup, par défaut, toi non plus, tu t'en imposes pas. Et moi, je le vois en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important au début de la semaine de me dire ok, quels sont mes objectifs de la semaine, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais tel jour, et au début de chaque journée, voilà, revalider la liste de choses que j'ai à faire. Mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire et qu'on ne fait pas. Toi, c'est un truc que tu utilises comme entrepreneur. T'as une to-do list qui est claire, je sais pas, à 3 mois, et que tu déclines ensuite en objectifs plus fins par semaine ou par jour. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors moi, je suis je pense qu'il y a beaucoup de différents genres d'entrepreneurs. Moi, en fait, je me considérais pas vraiment comme un entrepreneur parce que je pense pas avoir toutes les qualités requises pour être un bon entrepreneur. Je suis un créatif. Et ça, c'est ce que j'aime bien faire et ce que je pense. Après, je suis jugé parti, donc faudra voir. On attend 40 années et l'histoire jugera. Mais j'aime bien lancer des idées. Et pour ça, je pense, on peut pas s'asseoir et se dire maintenant je vais avoir une bonne idée. Donc en fait, je suis assez peu structuré, mais je m'impose une structure et un filtre pour essayer de... J'ai appris, parce qu'au début, j'étais pas du tout comme ça. J'avais beaucoup trop d'idées et pas du tout d'exécution. Et je m'impose donc maintenant des filtres d'organisation, mais pas aussi bons potentiellement qu'ils pourraient l'être. Mais je pense que c'est peut-être la nature de ce que j'essaye de faire. Après, peut-être je suis gentil avec moi-même et je devrais plus faire, je sais pas. En fait, je suis pas sûr que les deux s'opposent nécessairement. Je pense qu'il est fondamental de structurer son emploi du temps et sa journée, et on rencontre trop, alors on a parlé d'entrepreneurs, mais de salariés dont toutes les journées sont drivées en fonction des mails qu'ils vont recevoir. C'est-à-dire qu'il y a une forme de passivité incroyable dans la journée, et c'est le mail qui décide des activités que tu vas faire, plus les réunions qu'on t'a collées dans ton agenda, tu vois. Donc là, il y a un truc qui est pas sain. Mais rien n'empêche effectivement d'avoir des plages, entre guillemets, sur la créativité. Pour le coup, il a été prouvé dans de nombreuses études qu'on est plus créatif le matin que le soir, mais se coller des plages dans son agenda sur lequel on n'a précisément rien à faire, et où on va d'ailleurs se déconnecter, et où on va flâner, entre guillemets, ou laisser son imagination parfois. Enfin, on peut aller jusque là parce qu'on sait que c'est comme ça aussi que se construit le cerveau, et c'est comme ça que les fils se touchent et que parfois les idées arrivent, quoi. Oui, absolument. Alors, je dirais que ça, je l'ai par défaut parce que j'ai des jeunes enfants et je m'en occupe. Et donc, c'est des moments où je suis pas connecté intellectuellement au reste de mon travail, ce qui fait que j'ai cette déconnexion, et souvent, je me retrouve à devoir noter des choses. Par rapport à ce que tu disais, être drivé par les emails qu'on reçoit, moi, c'est plutôt le contraire. Je suis drivé par le trop d'emails que je peux envoyer et les réponses que donc je vais en avoir. Voilà. Sur moi-même, je fais... Et je pense que là, il y a quelque chose un biais cognitif aussi, c'est que je fais beaucoup moins d'analyse sur moi-même que ce que je vais faire sur des étudiants. Et peut-être le fait d'être externe, et ça, on le voit encore beaucoup de fois, nous, on a beaucoup de parents qui nous appellent, ils ont des difficultés à communiquer avec leurs enfants, alors que les parents sont tout à fait capables d'organiser le temps de leur enfant, mais sont trop proches du problème. Et donc, et en fait, nous, ce qu'on voit, c'est que les enfants attendent pas ça de leurs parents. Ils veulent quelqu'un qui les rassure, quelqu'un qui les encourage, quelqu'un qui est là pour les soutenir. Et les parents sont là, mais moi, je veux le bien pour mon enfant dans le futur, donc je vais les guider, je vais les manager, je vais leur dire ce qui va mal aussi. Et ça crée des tensions. Et on a parfois des professeurs d'école qui nous envoient leurs enfants. Alors qu'évidemment, ils sont professionnels. Mais quand tu as cette proximité, soit avec ton enfant, soit avec toi-même, quand on parle de comment est-ce que j'organise mon temps, peut-être on n'a pas le recul nécessaire. Et peut-être, en fait, il faudrait toute une entreprise de coach en temps qui ferait, pour les entrepreneurs, nous analyserait notre temps et nous aiderait à l'améliorer. Voilà, Christophe, je sais que tu es toujours en train de lancer des nouvelles idées d'entreprise. Voilà, c'est cadeau.
En voilà, je te remercie. Et alors, l'autre truc que t'as évoqué, donc t'as dit t'as pris l'exemple des élèves qui se disent, moi je suis nul en maths. Donc parfois c'est une question simplement d'organisation, et c'est vrai que c'était important de le rappeler parce que on n'a pas, on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir. En fait, une simple question d'organisation, le simple fait d'avoir un agenda. Mais il y a également ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est un truc que tu rencontres. Comment tu fais pour adresser ce sujet lorsque tu le rencontres? Oui, absolument. C'est un gros sujet. Et en maths, on voit probablement plus que dans les autres sujets. Il est très très acceptable de dire je suis nul en maths. C'est presque une médaille que vont mettre des étudiants. Ouais, c'est bizarre ça. Mais c'est limitant. Oui, en fait, je pense que par rapport aux sciences sociales ou aux littératures, en maths, tu as forcément une réponse oui ou non. Donc, tu as un feedback loop qui est très fort, que tu n'as pas forcément en sciences sociales ou en littérature. Donc, en littérature, si le prof t'a mis une mauvaise note, tu vas dire c'est le prof qui n'a pas compris ce que je voulais dire, qui n'est pas d'accord avec moi, il n'a pas la même politique que moi ou autre. On retrouve ça dans le discours politique. Mais en maths, tu peux pas faire ça. C'est pas le prof on n'entend pas ça. On dit pas ou c'est vraiment à la marge, mais c'est voilà, je me suis trompé, je suis nul en maths. Donc parce que le retour est incontestable. En réalité, en littérature, il va l'être aussi. C'est souvent des questions de méthode que les professeurs essayent d'expliquer, mais les étudiants vont se dire non, c'est pas de la méthode, c'est vraiment que le prof n'avait pas compris. Donc je pense que c'est pour ça qu'on retrouve ça plus en mathématiques, mais on le retrouve en littérature. Nous, on a des étudiants scientifiques à premier abord qui vont nous dire je suis mauvais en littérature. Et pareil, c'est limitant. C'est vraiment, c'est plus que limitant, c'est handicapant. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est peut-être même toi qui me l'avais recommandé, c'était Atomic Habits. Où tout simplement en changeant cette rhétorique, en arrêtant de dire que je suis mauvais et en commençant à se dire je suis bon au moins dans certains domaines, en changeant son état d'esprit, on peut réussir à changer les choses. Alors, il faut que l'étudiant ait envie de participer à ce jeu. Il ne suffit pas de dire à l'étudiant dis-toi que tu es bon, et il faut vraiment qu'il puisse y croire, et normalement ils n'ont pas l'expérience de vie nécessaire pour ce changement, mais certains ont réussi juste avec des petites choses comme ça à changer. Concrètement, généralement, ce qu'on va essayer de faire. Concrètement là-dessus, excuse-moi, enfin, tu vois, comment tu fais, enfin, quand tu vas au chiottes, tu te répètes, je suis bon en maths, tu vois, enfin, en pensant que c'est. Non, pas quand tu vas aux toilettes, mais quand tu vas approcher un problème de mathématiques. Alors, on va pas leur faire dire je suis bon en maths, on va leur faire dire je suis bon aux études. Je suis un étudiant sérieux. Et quand on va passer, et ça souvent on l'a avec des gens qui sont plutôt de vocation littéraire, qui sont des étudiants qui se considèrent comme sérieux, parce qu'ils se disent qu'ils sont mauvais en maths, ils approchent les maths de la mauvaise façon. S'ils se disent je suis un étudiant sérieux, ils vont dire je suis un étudiant sérieux, donc je vais pouvoir résoudre mon problème temporaire que j'ai avec les maths. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va marcher tout le temps. Ce qu'on va faire avec beaucoup d'autres étudiants, c'est qu'on va se mettre à leur niveau. On va comprendre où ils en sont et leur donner, au niveau où ils en sont, les amener à la prochaine étape. Et là, tout d'un coup, on commence à réussir des trucs. Plutôt que de tenter des choses trop difficiles qu'on ne réussit pas, ce qui est négatif pour la confiance, on va faire des choses à notre niveau, ce qui va nous remettre dans le bon chemin. Après, est-ce qu'on arrive à faire, à partir de là, construire suffisamment pour arriver au résultat qu'on espère? C'est une course contre la montre parce qu'il faut réussir dans l'année ou les 2 années. Pour moi, il est assez certain que c'est la base à partir de laquelle il faut repartir. C'est des petites victoires qui construisent la confiance, qui font que plutôt que se dire je devais bosser 3 heures ce soir et donc j'ai rien fait du tout, de dire je devais bosser et quelquefois on commence vraiment à 5 minutes ce soir, j'ai réussi 5 minutes. Ah oui. Et ça, une fois qu'on a réussi 5 minutes, on se dit qu'on peut réussir 10 et qu'on peut réussir 15. Une fois qu'on a fait 15, on se dit, c'est vrai, je me suis assis, j'ai commencé à travailler. Tout d'un coup, on en fait 45. Et on voit qu'on arrive à 1h30. Et après, avec de passer de 1h30 à 3 heures si nécessaire, ça prend plus de temps. Mais on a un rythme de travail, au lieu d'être à 0 et d'être frustré, on est à 1h30 et on est content.
Et voilà. Et donc il y a un renforcement positif de j'y arrive. Alors déjà, c'est pas à moi de m'organiser, d'organiser tout ça, parce que cette stratégie des petits pas, finalement, elle est pas incroyablement compliquée théoriquement. Mais quand c'est pour soi, elle est incroyablement difficile à mettre en œuvre. Je sais pas pourquoi, mais on a du mal à se l'appliquer. Donc c'est vrai que quand ça vient d'un coach, surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on a beaucoup moins d'expérience de vécu pour pouvoir s'auto-analyser. On commence tout juste à essayer de comprendre le monde en tant qu'adulte. On n'a pas encore, je pense, eu beaucoup de temps pour s'analyser. Donc c'est d'autant plus important. Et je pense que c'est quelque chose qui manque en général à l'école, c'est de comprendre qu'on enseigne à des, je sais pas si c'est un mot, mais à des appreneurs imparfaits et de les accompagner dans leur technique d'apprentissage. Évidemment, les professeurs essayent, mais quand tu as une classe de 20 personnes devant toi et que tu dois faire de la physique ou 30 personnes devant toi, tu n'as pas beaucoup de temps de leur dire, écoutez, c'est comme ça qu'il faut bien faire des devoirs, c'est comme ça qu'il faut organiser son temps. Je sais pas, enfin, moi je le vois à travers les écoles où on intervient beaucoup, on parle aux professeurs, tu leur demandes, mais combien d'entre vous passez du temps à expliquer comment s'organiser pour faire ses devoirs? C'est du 5%. Et si ça l'est, c'est des professeurs qui prennent du temps après la classe, en individuel, sur des étudiants qui ont des problèmes spécifiques, mais il n'y a pas de méthode de comment bien réussir l'école. En fait. Ouais, donc il y a de l'organisation, il y a les petites victoires pour renforcer la confiance en soi, et puis il y a la récitation de mantras entre guillemets qui vont aider à reprogrammer l'inconscient du cerveau pour augmenter ou contribuer lui aussi à augmenter la confiance en soi. Alors ça, on est dans le cas idéal, j'allais dire, où on a un élève qui est motivé et qui veut progresser. Lorsque tu rencontres des élèves qui, pour le coup, sont là parce que papa et maman leur a dit que il fallait prendre des cours supplémentaires ou avoir un coach, etc. Mais qui sont pas partie prenante. Est-ce que ça se transforme? Est-ce que on peut faire quelque chose dans ces conditions? Parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Alors pour les parents vis-à-vis des enfants, ouais. Je t'arrête là. J'ai jamais eu un seul étudiant, jamais, qui ne voulait pas réussir. Alors, il y en a qui vont l'exprimer de façon différente, et qui devant leurs parents vont être, on va dire, la caricature de l'adolescent. Mais quand on leur parle individuellement, tous veulent réussir, tous aimeraient bien avoir une estime de soi plus élevée par rapport à leur carrière académique, etc. Ils savent pas forcément l'exprimer, donc ça prend un peu de temps, mais tous ont des rêves, tous ont des choses qu'ils aimeraient, des domaines qu'ils aiment bien. Il faut juste les trouver et essayer de leur montrer comment l'école peut les aider, l'école, l'académique, le travail qu'on a en plus, peut les aider à réussir ça. Le problème pour nous, c'est pas la motivation. En général, les étudiants, on arrive à trouver cette motivation au fond d'eux. Le problème, c'est la confrontation entre la motivation et la réalité. Donc, tous vont nous dire ce qu'ils ont envie de faire, tous vont nous dire qu'ils ont envie de réussir quand on leur pose les bonnes questions, mais pas tous vont savoir s'organiser pour faire l'heure ou les 2 heures de travail par soir qu'il faut pour réussir leurs ambitions. Et c'est là où nous, on essaie de connecter ces deux choses-là. Et donc, comment on fait pour passer par-dessus l'effort nécessaire auquel on répugne incroyablement? Alors, en général, on va dire pour des étudiants sans problème externe, parce qu'on a aussi, évidemment, c'est pas spécifique à nous, mais il va y avoir des étudiants avec des situations familiales difficiles. Faut pas se voiler la face. Il y a des étudiants avec des problèmes de consommation de stupéfiants qui ont un impact majeur sur leur concentration. Donc là, on va avoir c'est d'autres. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants qui sont addicts au gaming ou au YouTube ou autre. Mais généralement, donc pour les étudiants qui n'ont pas ces facteurs, on va dire, d'addiction externe, quels peuvent être, ou de troubles externes, on va commencer par leur donner les petites victoires. Donc, t'es quelqu'un qui, voilà, tu t'es construit cette réputation d'être mauvais à l'école, ou on l'a construite pour toi, parce que généralement, c'est pas du fait volontaire des étudiants. On va te dire, mais on va t'aider à comprendre que c'est pas le cas. On va trouver
les endroits où tu vas pouvoir démontrer que tu réussis, et on va construire à partir de là. Et pareil, si tu étudies 0 par soir, on va te donner 3 fois par semaine, 15 minutes. Ah, ça, je réussis. Bon, voilà, une demi-heure. Ah, je réussis une demi-heure. On arrive à 1 heure tous les soirs. Ah, je suis un étudiant sérieux, en fait. Ouais. Et donc, on va pouvoir changer ça. Pour les étudiants qui ont des problèmes par rapport au gaming, encore, c'est quelque chose qui donc sont fatigués, parce qu'ils jouent à jeu ordinateur jusqu'à 2 heures du matin, et donc sont fatigués à l'école, et donc viennent chez nous fatigués. Encore une fois, donc là, c'est plus long, on va dire, parce qu'on a une bataille pour leur attention par rapport à d'autres choses. Mais encore une fois qu'ils commencent à avoir du plaisir dans ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi les jeux ordinateurs ça marche? Parce que tu as tes petites endorphines à chaque coup que tu réussis à attraper ta petite coin d'or qui est dans le ciel parce que tu as fait un super bon saut. C'est pareil. Nous, on fait pas de gamification encore, mais c'est quelque chose qui, je pense, serait très très porteur à développer. Pareil que ce qui se fait dans beaucoup de secteurs d'industrie. Nous, on est plus simple parce qu'on a le luxe d'être en cours privé. On arrive à discuter, on arrive à voir les réactions des gens. Et quand on voit que quelque chose est positif, on va plutôt continuer dans cette direction. Voilà, on n'a pas besoin d'automatiser comme on le fait dans d'autres, mais le principe est le même. Quand on va prendre plaisir à ce qu'on fait, tout d'un coup, ça vaut la peine de faire ça plutôt que son jeu à ordinateur, plutôt que de sortir picoler avec ses amis alors qu'on doit quand même réussir ses études. Bon, c'est des cas rares, hein, mais ça l'est. Et c'est pareil, il faut donner, on essaye de donner à l'étudiant autant de plaisir dans ses études que dans les autres activités. Et voilà, et quelquefois ça marche mieux que d'autres, hein, mais c'est le principe. Ouais, l'un des trucs intéressants dans ce que tu dis, c'est que ces petites victoires, là j'ai bien aimé, tu vois, j'ai réussi à bosser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure. En fait, j'ai bossé 1 heure ce soir, je suis un bon étudiant. Et donc là on voit que tu transformes ton propre narrative, comme diraient les anglo-saxons, la propre histoire que tu te racontes sur toi-même, qui tu es véritablement. Exactement. Et ça, on sait que dans la constitution du caractère, des idées, etc., c'est absolument fondamental, quasiment aussi fondamental que ton patrimoine génétique. Et donc changer l'histoire que tu te racontes sur toi-même, c'est vraiment incroyable. Et je trouve ça magique la manière dont tu le racontes. Alors, tu parles beaucoup de plaisir. Moi, quand là, les différentes personnalités que j'ai eu la chance d'interviewer dans le podcast jusqu'à présent, il y a un truc que je remarque chez les high performers, ceux qui sont vraiment très très forts dans leur discipline, c'est qu'ils sont arrivés à un stade où la difficulté et l'effort font partie du plaisir, en fait. C'est-à-dire que le plaisir, basiquement, tu l'as après l'effort, normalement, parce que tu es content d'avoir fait cet effort. Eux, ils sont arrivés à un stade où l'effort en tant que tel constitue une partie du plaisir. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu observes auprès de tes étudiants? Et ça, c'est un truc que tu arrives à choper au bout de combien de temps sur le fait de te confronter à un problème de maths, par exemple, et le plaisir de la difficulté intellectuelle à résoudre ce problème. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois chez certains étudiants et pour qui c'était pas le cas précédemment? Oui, très très clairement. Alors, tu parles de high performers. L'effort devient agréable quand tu penses avoir une vraie probabilité de résoudre la chose. Si tu n'avais pas de lumière au bout du tunnel, ce serait pas agréable. Et la raison pour laquelle, je pense, la cohorte que tu as interviewée te parle comme ça, c'est que ils ont naturellement eu des atouts qui leur permettent d'être dans cet état d'esprit. Voilà. Mais pour nous, c'est la même chose. Donc, on a des étudiants de très haut niveau qui viennent vers nous pour faire presque 2 ans avant le bac des études de niveau universitaire parce qu'ils ne peuvent pas avoir ça à l'école. Et c'est ça, ce sont des gens qui ont plaisir à l'effort académique d'une façon naturelle. Mais
pour ceux qui étaient en difficulté, encore une fois, la plupart des étudiants sont consentants pour faire du travail si ils pensent qu'il va y avoir une récompense psychologique à la fin, c'est-à-dire les petites victoires. Donc, quand tu penses que tu peux réussir quelque chose, tu veux bien faire l'effort. Si tu es sûr que tu ne vas pas réussir, et on en revient à l'état d'esprit, si tu es sûr que tu ne vas pas réussir, ça devient impossiblement compliqué et désagréable à faire. Donc, on en revient à la façon, et c'est bien connu, la façon dont apprennent les mammifères et les animaux en général, c'est à travers la récompense. Donc, et pareil, encore une fois, beaucoup de gens viennent chez nous avec tout ce qui ne réussissent pas dans l'école. Et nous, notre première discussion avec eux, ça va être, mais qu'est-ce qui te fait plaisir et qu'est-ce que tu réussis? Et une fois qu'on commence avec ça, on va construire dessus. Plutôt de se dire, j'arrive rien, de tout ça, je ne sais pas faire. Ouais, mais regarde ce que tu sais faire. Ce qui est déjà incroyable. Et à partir de là, construisons les choses. Et je pense que ça change l'état d'esprit. Après, j'ai l'impression maintenant que je fais presque un prédicateur en disant qu'il y a le miracle facile à résoudre l'éducation. Je pense pas que ce soit si simple. Et encore une fois, l'école où tu as 30 élèves devant toi, ou ce que nous on fait en individuel, c'est pas la même chose. C'est pas le même métier. On a des occasions en one-to-one qu'on a évidemment pas dans les écoles. Donc, c'est pas mon remède, c'est pas un remède miracle qui va changer. Non, bien sûr, ouais. Et c'est beaucoup, enfin, je parle comme s'il y avait une solution généralisée, mais en fait, sur chaque élève, parce qu'on est en interaction individuelle, comme on fait chacun d'entre nous quand on parle à quelqu'un, on lit les réactions de chacun et on s'adapte à ça pour voir la direction dans laquelle on va s'orienter. Mais généralement, voilà, on va essayer de trouver ce qui fait plaisir à un étudiant et construire à partir de là, plutôt que de voir ça d'une façon négative. Alors dans ce que tu dis, il y a, qui rejoint un peu ce qu'on expliquait sur le changement de narrative, le changement de l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. Il y a un certain nombre d'experts ou de scientifiques effectivement qui disent que pour augmenter la confiance en soi, parce qu'en fait c'est un peu ça le sujet, c'est-à-dire que cette capacité à se dire ouais, je vais voir de la lumière au bout du tunnel, donc pas de problème, je peux faire l'Everest par la face nord, je vais y arriver, tu vois. Pour se reprogrammer, conseil de tenir une sorte de journal dans lequel tu vas noter les 10 événements où tu as été le plus fier de ce que t'as fait, et chaque jour, chaque soir idéalement, noter les points dans ta journée où t'as réussi à faire un effort, tu as eu un succès, alors ça peut être très modeste, hein, mais un succès où tu as accompli un progrès. Voilà. Et donc chaque soir, noter ces 3-4 mots, mais les 2, 3 ou 4 éléments de ta journée. Voilà. Et le fait de t'endormir un petit peu là-dessus, ça va progressivement changer la vision que ton cerveau inconscient a de lui-même, ou de toi en tout cas, pour progressivement développer sa confiance en soi. Alors ça, c'est très intéressant. Alors nous, on ne le fait pas de façon si explicite, mais ce qu'on fait systématiquement quand les étudiants réussissent quelque chose, et on va leur poser les questions pour chercher ça. On va leur dire, par exemple, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Il y a des choses, peut-être qu'ils n'ont pas fait grand-chose, mais on va insister. Mais est-ce que tu as fait tel problème? Est-ce que tu t'es organisé? On va chercher les choses? Et dans ce cas-là, on va le mettre en avant. On a dit, mais regarde, tu vois que tu as réussi ça quand même. Quand on fait des problèmes en cours et que c'était un problème relativement difficile pour un élève, mais qu'ils l'ont quand même réussi, on va mettre ça en avant. On a dit, tu vois, tu étais en difficulté, tu t'es bien structuré ta méthode de pensée, et donc tu as obtenu un résultat. Et ça, on va le mettre en avant, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'on pourrait le faire de façon encore plus explicite et aider à construire cette confiance en soi. C'est absolument ça. Nous, on reçoit peut-être 30% des appels qu'on reçoit des parents. C'est mon enfant a totalement perdu confiance en soi. Qu'est-ce qu'on fait? On est paniqué, etc. Et donc, c'est pas un diagnostic, on va dire, spécifiquement génial de notre part. C'est des parents qui nous le disent directement. Mais voilà, donc poser clairement la question. Après, regarder ce que font les experts. C'est super et merci pour cette idée parce qu'on va la prendre en compte. Alors, une des questions, nombreuses questions que je voulais te poser, c'est alors
tu as parmi certains de tes étudiants des gars, des filles qui vont intégrer Oxford, qui vont intégrer Cambridge, qui vont aller, je sais pas, à Stanford ou à Harvard. Polytechnique. Pardon? Polytechnique. Ou Polytechnique, oui, absolument. Mais c'est vrai que comme tu as un focus plutôt sur les universités étrangères, je pensais plutôt à ça. Je suis en Suisse, donc Polytechnique, c'est à l'étranger. Sauf si tu prends Polytechnique. C'est vrai, exact. Est-ce que, en gros, pour parvenir dans ces universités-là, t'es obligé d'avoir une sorte hérité génétiquement d'un QI de dingue, quoi? Est-ce que c'est une condition obligé, ou est-ce que tu vois certains étudiants qui sont pas forcément les plus brillants, mais qui, pour des tas de raisons que tu vas peut-être nous expliquer si c'est le cas, réussissent malgré tout à hacker le système et à intégrer ce genre d'université? Alors, si on a des qualités académiques forte, c'est certain que c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas juste une question de QI. Il y a des gens qui sont extrêmement organisés et extrêmement travailleurs, parce que c'est leur nature, vont aussi, en partie avoir plus confiance en soi, y croire, donc travailler plus, donc etc. Je pense qu'on doit avoir, il faut avoir soit du talent intellectuel très fort. Alors, j'aime pas beaucoup le QI, parce que le QI, c'est souvent associé plutôt aux branches, on va dire, scientifiques, mathématiques, alors qu'évidemment, il y a beaucoup plus de domaines. On va entendre par qualité d'analyse académique forte. Oui. Mais l'organisation, la confiance en soi, un projet qui nous porte à réussir ces choses, une motivation, si on a ces choses-là naturellement, on va naturellement être grande école compatible, on va dire. Ça peut s'acquérir, mais en sachant que ceux qui ont déjà ces qualités naturelles font aussi un gros travail pour s'améliorer. Donc, je pense qu'il y a, oui, je ne sais pas si c'est génétique, mais une question d'héritage environnemental, social, génétique, je ne sais pas trop quoi, qui fait que certains étudiants vont être plus naturellement poussés à ce genre d'études. Mais c'est en partie son talent, on va dire, prenons mon cas plutôt de sciences, dans les domaines où moi j'enseigne. Mais après, ça va être une confiance en soi, une volonté, que ton environnement te dise oui, c'est quelque chose qui est à ta portée. Tout ça change. Quand à partir de 12 ans, on te dit, et moi j'enseigne quelquefois à des étudiants de 6 ans qui visent Oxford. Parce que les parents sont comme ça, parce que les écoles sont comme ça. Donc ça, c'est en Angleterre, il y a des écoles qui dès tout petit, aujourd'hui, les parents me demandent qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que mon enfant aille à Oxford. Ah, votre enfant, il a quel âge? Ah, il n'est pas encore né. On exagère un petit peu, mais à partir de 6 ans, on a des demandes comme ça. Et ça, c'est pas contre-productif d'avoir des parents qui foutent une presse de dingue à leurs enfants dès l'âge de 6 ans? Non, pas nécessairement. Encore, ça va dépendre de l'enfant. Nous, en particulier, donc on a fait des cours de maths pour les maths que tu n'apprends pas à l'école. Des trucs sympas que tu n'apprends pas à l'école. Eh ben, les étudiants étaient super contents. C'est pas à cause de leurs parents. Leurs parents ont eu la bonne idée de venir nous demander conseil, à nous ou à d'autres, hein, je parle pas spécifiquement de nous. Et il se trouve que ces étudiants-là étaient vraiment, vraiment contents de faire ce genre de cours. Alors, ça va pas être le cas tout le temps. Et nous, quand on nous a sollicité pour donner ce genre de cours, on a été un peu hésitant au début, parce qu'on a dit, voilà, il faut faire attention. Et ça, on l'a vu en Chine, avec les interventions du gouvernement pour limiter la pression mise sur les étudiants. Je pense que c'est quelque chose à faire avec beaucoup de tact, de caution, parce que oui, sinon on a des étudiants qui sont juste sous pression et qui deviennent fous et qui font des burn-out beaucoup trop tôt. Et c'est pas le but. L'enseignement, l'académique et la vie qui vient après, c'est le plus gros marathon qu'on puisse faire.
en quelque sorte. Donc il faut pas, faut pas s'essouffler au début. Mais l'illustration que je voulais donner, c'était que il y a un environnement qui peut soutenir. On peut au moins imaginer qu'il y a le bon équilibre de soutien. Il y a des parents qui soutiennent beaucoup leurs étudiants, qui leur donnent cette confiance en soi dès très tôt. Et si c'est bien fait, je pense que c'est productif. Mais j'avais fait avec un des directeurs d'une école sélective un entretien avec des parents qui posaient les questions là-dessus. Et lui, il a dit probablement la chose la plus importante que vous pouvez faire avec vos enfants, c'est de vous les amener au musée ou à des activités culturelles. Parce que ça va leur donner l'exemple que vous, parents, qui êtes le modèle pour les enfants, ou un des modèles pour les enfants, êtes intéressés par la culture, et donc ils vont vous copier. Et ils vont poser des questions. C'est pas obligé, alors encore une fois, je vais rescier ma branche, mais c'est pas obligé de venir à Scientia, payer des cours en plus, quand vous pouvez aller au Louvre ou autre avec vos enfants, et c'est tout aussi productif. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Nous, on peut être une petite partie d'une solution, mais quelquefois les solutions peuvent être relativement simples, en fait, et abordables. Oui. Et alors, peut-être la dernière question. Après, je vais te laisser retrouver tes étudiants qui t'attendent impatiemment. Mais moi, j'ai pu constater autour de moi, quand j'étais étudiant, qu'il y avait certains garçons, en l'occurrence, auxquels je pense, qui n'ont pas réussi, mais parce que simplement ils manquaient d'ambition ou ils ne s'autorisaient pas une certaine ambition. Et je me souviens notamment quand j'étais en lycée militaire, il y en a certains qui voulaient faire toutes sortes de carrières classiques, puis il y en a d'autres qui voulaient faire l'armée. Et dans ceux qui voulaient faire l'armée, je me souviens d'un en particulier. L'idée de présenter le concours de Saint-Cyr, donc qui est, on va dire, ce qui se fait de mieux pour devenir officier, lui avait même jamais traversé la tête. Et ce gars-là avait toutes les capacités a priori pour réussir, mais c'était simplement le manque d'ambition. Là aussi, c'est quelque chose que tu observes et c'est quelque chose que tu combats d'une manière ou d'une autre. Absolument, absolument. Alors, on est quand même un peu biaisé, c'est-à-dire que les gens qui viennent vers nous sont des gens qui se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus. Donc on a déjà une sélection qui va faire que ce problème est pour nous personnellement un petit peu résolu. Par contre, on va essayer d'aller, nous on fait, moi personnellement, mais aussi d'autres professeurs, on va aller dans les écoles, essayer de toucher plus largement, on ne le fait pas en nom de l'entreprise, là on fait un nom personnel, essayer de toucher des étudiants pour leur expliquer les possibilités qu'il y a. On a organisé, on a fait venir des représentants d'universités de toute l'Europe ici. Moi j'aime beaucoup aller dans les écoles, expliquer les grandes expériences qui se font en ce moment. Qu'est-ce que c'est la Station spatiale internationale? Qu'est-ce qu'il fait là-dessus? Combien ça coûte? Pourquoi les gens y vont? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'espace? Qu'est-ce qu'on fait au CERN? Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la physique des particules? Et comment est-ce que moi, étudiant aujourd'hui, donc est-ce que je voudrais prétendre à faire ça? Premièrement, comprendre que ça existe, et deuxièmement, qu'est-ce que je pourrais faire pour y arriver? Et donc essayer de donner ces ambitions ou ces idées de route à des élèves, je pense que c'est important. Ouais, parce que c'est vrai que je suis convaincu que une grande part de la reproduction sociale qu'on critique, théorisée par Durkheim et qu'on observe, voilà, elle est liée simplement à un manque d'imagination. C'est-à-dire que de la même manière que tu expliquais que voir ses parents aller au musée donnait le goût pour la culture parce qu'on copie ses parents. Avoir un père ingénieur, un père militaire ou un père je sais pas quoi, ou une mère chef d'entreprise, on va vouloir copier ce modèle-là. Et donc voir ce qui existe par ailleurs, il y a une telle diversité dans les métiers, les champs de recherche, etc., que c'est juste impossible de tout embrasser. Toi, tu conseilles quoi concrètement à tes étudiants pour s'ouvrir l'esprit sur les différentes possibilités qui existent ?
Aller sur YouTube. Tu vas sur YouTube et tu dis, tu essayes de trouver les différents métiers Je suis sûr que tu tapes quels métiers sont les plus intéressants. Tu vas trouver une vidéo YouTube là-dessus. Ça, c'est ce qu'on peut faire proactivement. Alors après, il va y avoir du contenu mauvais comme il va y avoir du bon contenu. Ça, c'est la difficulté. Mais on a cet outil à disposition. Moi, quand je veux comprendre quelque chose d'un domaine que je comprends rien du tout, donc avant-hier, je m'intéressais à comment construire une blockchain. Les informations sont fantastiques là-dessus. C'est des bibliothèques qu'on n'avait pas à disposition, qui sont là. Il faut savoir l'utiliser, et il faut avoir l'idée de l'utiliser. Moi, je me rappelle, c'était il y a quand même presque 10 ans, mais c'était une étudiante en maîtrise. Et elle me dit, mais je ne sais pas résoudre ça, je sais pas comment me renseigner. Et elle avait Google ouvert sur son laptop devant moi. Je dis, mais là, il suffit de pose ta question dans le petit truc de texte. C'était une maîtrise en physique, donc c'était quelqu'un qui était techniquement très compétente, mais qui s'était jamais posé la question de poser la question. Et ça, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Après, ça suppose que les étudiants aient l'idée de faire ça. Et ça, je pense que c'est pas le cas. Donc, moi, si j'étais par exemple directeur d'école, qu'est-ce que je ferais? Je demanderais aux parents, une fois par semaine, de venir nous parler de leur métier. Les parents seraient probablement ravis. Le fils ou la fille, probablement moins quand c'est son père ou sa mère qui vient, mais pour les autres parents, sont ravis. Et ça va nous ouvrir l'esprit sur toutes les possibilités, les difficultés aussi, ce qu'on ne veut pas faire. Moi, j'ai eu un ami qui a travaillé très dur à l'université. Et en fait, pourquoi il travaillait très dur? Parce qu'il avait fait son service militaire. Il a dit, je veux jamais plus faire ça. Moi, je veux être académique. Je veux jamais avoir les mains qui touchent, avoir à faire une activité physique de ma vie, ou avoir les mains qui touchent quelque chose de froid ou autre. Un clavier, c'est ce que je veux. Et donc, il a mis toutes les chances de son côté. Donc, comprendre ce qu'on veut, les exemples positifs. Il y a aussi les exemples négatifs. On apprend généralement moins bien, mais pas rien, des exemples négatifs. Voilà. Mais l'étape de faire que les étudiants aient envie de se poser la question, ça, je pense que c'est quelque chose, c'est une maturité quand on est déjà dans le monde du travail pour la plupart d'entre nous. La plupart des étudiants ne l'ont pas, et donc il faut se diriger vers les étudiants pour créer ces questions. Donc ça, ce serait mon... Enfin, c'est pas un conseil, parce que j'ai pas de conseil à donner, mais ce serait mon idée. Ta recommandation quand même. Ouais, écoute, voilà. Merci beaucoup David pour tous ces éclairages que tu as pu nous donner. J'ai trouvé ça vraiment cool qu'on puisse parler de la motivation, de comment construire sa motivation, et pas simplement d'espèces de superstars qui vont à Polytechnique ou à Harvard. Donc vraiment, merci pour ces insights éclairants. Pour mener sa vie sabre au clair. Et si on veut retrouver David Val, il faut aller sur ton site internet. Tu peux nous rappeler l'adresse? Oui, c'est www.scientia. Alors c'est écrit en latin SCIENTIA-éducation.com. Ok, cool. Bah écoute, on mettra ça également dans les commentaires du podcast. Un grand merci David, et à très bientôt. Je sais que tu es en train de conclure et que je casse la conclusion. Mais tu disais d'aller à Harvard, d'aller à Polytechnique. On peut très bien réussir sans aller à ces écoles-là. C'est une étape intéressante pour beaucoup de personnes, mais c'est pas l'option pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de son temps en éducation à l'université, quelle que soit l'université. Et donc, il faut pas que ce soit une obsession. Ça peut être une ambition légitime, mais pas une obsession. Si on tente et on n'y arrive pas, il y a beaucoup d'autres très bonnes universités moins sélectives, avec des professeurs absolument incroyables. Et donc, ça, c'est aussi important, je pense, de le souligner. Il n'y a pas que les meilleures universités au monde qui doivent être l'objectif. L'objectif, c'est d'apprendre des choses, d'apprendre à mieux réussir et d'apprendre à construire ses connaissances pour faire ce qu'on voudra faire plus tard dans la vie. Ouais, écoute, c'est un rappel important, effectivement. Donc, merci pour ce mot de conclusion, David. Merci à toi. À très bientôt. Bye, David. Bye bye.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair.